Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Auto-entrepreneur, les clés pour bien démarrer. Je me présente, je m'appelle Nabintou Dalmassi et je suis conseillère offre de services à l'URSSAF de Normandie. Et je suis accompagnée de Fabrice Lebaïf, également conseiller offre de services. Bonjour. Donc, on va être accompagné pendant ce webinaire de deux personnes, deux experts qui seront sur le chat et qui vont répondre au fur et à mesure à vos questions. Donc, les questions les plus posées, elles feront l'objet d'une réponse publique. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles, elles feront l'objet d'une réponse en privé. Donc, l'objectif du webinaire, c'est de vous donner les clés pour bien débuter votre activité. Et donc, il est enregistré, donc vous n'avez pas besoin de noter. Vous aurez accès au replay à la fin du webinaire, au moment de remplir le questionnaire de satisfaction. Voilà, donc je pense qu'on peut débuter. Alors, vous avez le sommaire. Donc, dans la première partie, je vais vous présenter brièvement le rôle et les missions de l'URSSAF. Ensuite, on abordera les conditions et les principes du statut auto-entrepreneur. Ensuite, nous ferons un point sur le montant des cotisations et on va évoquer l'ACRE. Et ensuite, nous verrons comment embaucher facilement un salarié grâce à l'offre de service thèse. On fera un point rapide sur votre protection sociale en tant qu'auto-entrepreneur. Et enfin, comment sortir du statut auto-entrepreneur. Fabrice, je te laisse la parole pour présenter les points que tu aborderas dans la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, nous aborderons le site internet auto-entrepreneur et toutes les fonctionnalités ainsi que l'application mobile auto-entrepreneur. Nabintou, à toi. Alors, qui sommes-nous? Donc, à quoi sert l'URSSAF? Alors, l'URSSAF, il collecte les cotisations sociales auprès de 25 millions de salariés et presque 10 millions d'employeurs, donc du secteur public comme du privé. Il recouvre également les cotisations pour les entrepreneurs de toutes catégories confondues, artisans, commerçants, professions libérales, professionnels de santé, auto-entrepreneurs et également les particuliers employeurs via le CESU, donc le chèque emploi service universel et page emploi. Il va parler à certains d'entre vous. Donc, ces cotisations, elles sont recouvrées par l'URSSAF et elles sont ensuite redistribuées aux organismes qui assurent notre protection sociale. Donc, principalement, on va avoir l'assurance maladie, l'assurance retraite, la caisse d'allocation familiale et l'assurance chômage. Donc, maintenant, on va voir les conditions du statut d'auto-entrepreneur et les principes généraux pour être auto-entrepreneur. Donc, dans un premier temps, on a la condition du chiffre d'affaires annuel. Donc, le chiffre d'affaires, en fait, ça représente le total de vos ventes ou de vos prestations. Donc, en principe, le chiffre d'affaires, il correspond au total des factures encaissées sur une période concernée. Ce sont vos recettes. Donc, attention, vous ne devez déclarer que les sommes réellement encaissées par période. Vous ne devez pas inclure un montant de facture si vous ne l'avez pas encaissé. Donc, les plafonds, donc on est à 176 200 € de plafond annuel pour une activité de vente de marchandises et on a un plafond de 72 600 € pour toutes les activités de prestation de services, qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales. Donc, il faut faire attention parce que le seuil de chiffre d'affaires, il est ajusté la première année d'exercice. Donc là, dans cet exemple, on a 333, c'est le nombre de jours d'affiliation sur l'année. Donc, on prend le plafond de 72 600, qui correspond au plafond annuel de la prestation de service. On le multiplie par 333 jours, le nombre de jours d'activité dans l'année, et on le divise par 365 jours, soit une année complète, et on obtient le plafond proratisé. De toute façon, en cas de dépassement de chiffre d'affaires, on ne perd le statut d'auto-entrepreneur qu'en cas de dépassement de ce seuil pendant 2 années consécutives. En cas de cumul d'activités. Donc là, pour le cumul d'activités, on ne parle pas de cumul d'activités en dehors de l'auto-entreprise. Là, quand on parle de cumul d'activités, c'est si jamais vous cumulez une activité et de vente de marchandises et de prestation de services. Donc, si jamais votre activité principale et secondaire, elle relève du même seuil, les seuils, ils ne se cumulent pas. C'est-à-dire que si vous faites de la vente de marchandises, mais que vous faites 2 types de vente de marchandises, on ne va pas doubler le plafond
de la vente de marchandises. On ne peut pas faire 176 200 x 2. Si votre activité principale et secondaire, elle relève toutes les deux de la vente de marchandises, vous ne gardez qu'un seul seuil, c'est 176 200 € pour les deux activités. Dans le deuxième cas, si jamais votre activité principale et secondaire, elle ne relève pas du même seuil. Donc là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, en cas de prestation d'onglerie, votre activité principale, ça va être la prestation de service. Et l'activité secondaire, on va dire que c'est de la vente de vernis. Donc, dans ce cas-là, si votre activité principale et secondaire ne relèvent pas du même seuil, le chiffre d'affaires global annuel, il doit respecter chaque nature d'activité. C'est-à-dire qu'on va vous demander de ne pas dépasser les 176 200 € pour la vente de marchandises, mais on va vous demander également de ne pas dépasser les 72 600 € pour la prestation de service. On ne peut pas fusionner les deux plafonds. Chaque nature d'activité doit respecter le plafond. Il existe un cas particulier donc pour les professions libérales qui sont réglementées. Donc, les professions libérales réglementées, il y en a très peu. Il y en a 18 et si vous souhaitez la liste, elle est disponible donc, sur le site de l'URSSAF. Donc, dans le cas où vous exercez une profession libérale réglementée, de toute façon, vous êtes obligé de respecter votre plafond de 72 600 € afférent à votre activité principale réglementée. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la perte du régime de la micro-entreprise, elle ne s'applique qu'en cas de dépassement de ces seuils pendant 2 années consécutives. Donc, si la première année, vous avez effectué un dépassement et que l'année suivante, vous restez en dessous du plafond, vous gardez le bénéfice de votre auto-entreprise. Donc, le statut d'auto-entreprise, il est incompatible avec certaines activités. Donc, pour toutes les personnes qui sont rattachées à la MSA, elles ne pourront pas être affiliées en tant qu'auto-entrepreneurs à l'URSSAF. Également, les professions libérales réglementées qui ne dépendent pas de la caisse de retraite de la CIPAB, les activités qui relèvent de la TVA immobilière, toutes les activités artistiques qui relèvent de la Maison des artistes ou de la GESA. Si jamais vous êtes gérant majoritaire d'une société, également, vous ne pourrez pas bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Et si vous êtes déjà affilié pour une activité de travailleur indépendant et que vous êtes déjà immatriculé, vous ne pourrez pas non plus bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Concernant le statut, donc quand on est en auto-entreprise, on est sur un régime micro-social et micro-fiscal. Donc micro-social, pourquoi? Parce qu'on applique un taux forfaitaire pour pouvoir payer vos cotisations sociales. Donc, c'est un taux forfaitaire qui est à appliquer sur le chiffre d'affaires. Et on est en régime micro-fiscal, puisqu'au niveau de la fiscalité, vous bénéficiez d'un abattement en fonction de la nature de votre activité. Aucune déduction de charge du chiffre d'affaires n'est possible. Donc, toutes les dépenses professionnelles, elles restent à votre charge. Donc, bien vérifier si votre activité est bien éligible à une auto-entreprise parce qu'effectivement, si vous avez trop de charges non déductibles, le statut de micro-entrepreneur n'est pas toujours la bonne solution. Concernant le compte bancaire, donc on vous demande d'avoir un compte bancaire dédié à votre activité professionnelle et c'est obligatoire à partir du moment où votre chiffre d'affaires annuel il est supérieur à 10 000 € annuels pendant 2 années civiles consécutives. Donc, au-delà de l'obligation, on vous conseille quand même vivement d'avoir un compte bancaire dédié pour pouvoir mieux suivre vos encaissements et vos décaissements. Donc, si jamais vous avez besoin de revenir sur une facture d'il y a 3 ans, il vaut mieux avoir un compte bancaire dédié lié à son activité professionnelle, même si l'obligation n'est qu'à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Concernant le dispositif de médiation, donc pour tous les auto-entrepreneurs qui ont des clients particuliers, vous devez relever d'un dispositif de médiation. Donc, le dispositif de médiation, il a été mis en place parce que c'est une alternative à l'action judiciaire qui est souvent longue et coûteuse si litige il y avait avec un de vos clients. Donc, le médiateur, comment vous pouvez le trouver? Donc, vous avez sur le slide donc, le lien économie.gouv
Et vous avez la liste du médiateur de la consommation en fonction de la nature de votre activité. Donc, une fois que vous avez trouvé le médiateur, vous devez donc afficher son nom et ses coordonnées de manière visible en fait sur vos supports, que ce soit sur votre site internet, sur vos conditions générales de vente ou de service, sur votre bon de commande ou par tout autre moyen approprié en l'absence de support papier. Donc, surtout si vous avez des clients particuliers, bien chercher votre médiateur de la consommation sur la liste que vous trouverez sur économie.gouv.fr. Donc, concernant l'assurance de responsabilité civile professionnelle, donc elle n'est pas obligatoire, mais par contre, certaines activités imposent d'être couvertes par un contrat d'assurance professionnelle. Donc là, vous avez l'exemple de la garantie décennale pour les métiers du bâtiment. Donc, si c'est votre cas, donc, vous devez souscrire obligatoirement un contrat d'assurance avant le début de votre activité. Et pour tous les autres, donc c'est comme le compte bancaire dédié, on vous conseille quand même vivement de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle parce qu'elle prend en charge l'indemnisation des tiers en cas d'accident causé. Donc, ça peut être une erreur, une faute, une négligence. Par exemple, l'un de vos employés ou sous-traitants qui fait de la casse, ça peut vous couvrir pour vos locaux. Et donc, les assurances, vous pouvez en trouver à partir de 100 € par an. Donc, on vous conseille vivement de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle, même si elle n'est pas obligatoire par rapport à votre activité. En plus de ça, si vous êtes assuré, ça donne un gage de confiance pour vos clients. Et en plus, vous pouvez mentionner les références de l'assurance sur vos devis et sur vos factures. Concernant la franchise de TVA, donc tout à l'heure, nous avons vu les seuils annuels à ne pas dépasser pour rester micro-entrepreneur. Donc, on avait dit que c'était 167 200 € pour une activité de vente de marchandises et 72 600 € pour une activité de prestation de services. Donc ça, c'est les plafonds pour rester auto-entrepreneur. Par contre, il faut faire attention à un deuxième seuil qui est le seuil de franchise de TVA. Donc, qu'est-ce que c'est la franchise de TVA? Donc, quand vous vous inscrivez en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes en franchise de TVA. Ça veut dire que vous ne facturez pas de TVA, vous n'en récupérez pas. Et donc, ce plafond de franchise de TVA est inférieur au plafond pour rester auto-entrepreneur. Donc, on est à un plafond de 85 800 € pour une activité de vente et 34 400 € pour une activité de prestation de service en termes de franchise de TVA. Donc, en dessous de ces montants, on ne facture pas de TVA aux clients. On doit mentionner sur toutes les factures la mention TVA non applicable. Et comme je l'ai dit, pas de déduction ni de récupération de TVA. En cas de dépassement du seuil de franchise en base de TVA, donc il existe deux traitements. Donc, premièrement, si pendant les 2 premières années consécutives, votre chiffre d'affaires il est compris entre 85 800 € et 94 300, donc pour une activité de vente de marchandises, et s'il est compris entre 34 400 € et 36 500 € pour une activité de prestation de service, la TVA va s'appliquer qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant le dépassement. En revanche, si votre chiffre d'affaires dépasse les 94 300 € pour une activité de vente de marchandises et 36 500 € pour une activité de prestation de service, là, la TVA va s'appliquer directement au 1er jour du mois qui suit le dépassement. Donc, il va falloir être bien vigilant par rapport au seuil de franchise de TVA. Donc, la franchise en base de TVA, elle est applicable l'année de création. Et pour les plafonds annuels, cette fois-ci, ils ne sont pas proratisés en fonction du nombre de jours d'activité dans l'année. Donc, ça veut dire que si vous êtes affilié au 1er août 2022, le plafond de franchise de TVA, il va rester à 85 800 € pour une activité de vente. On ne va pas réduire le plafond en fonction du nombre de jours d'activité. Donc, en cas d'application de la TVA, donc en cas de perte de la franchise en base de TVA, donc sur les factures, je mentionne un montant hors taxe et un montant TTC. Donc, c'est ce qu'on appelle la TVA collectée. Et ensuite, je déduis la TVA versée à mes fournisseurs de la TVA collectée et j'obtiens la TVA à payer.
De toute façon, si jamais vous vous rapprochez des seuils de perte de franchise de base de TVA, il faut vous mettre directement en relation avec le service des impôts des entreprises dont vous dépendez pour obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, le taux de TVA applicable en fonction de votre secteur d'activité. Et donc, vous avez sur le diapo, vous avez donc la représentation du solde de TVA. Donc, comment se calcule un solde de TVA? Donc, on prend la TVA que vous avez collectée, donc la TVA que vous avez facturée à vos clients. On déduit la TVA que vous avez, vous, reversée auprès de vos fournisseurs. Et avec la soustraction, on obtient le solde de TVA qui va s'appliquer à un taux en fonction de la nature de votre activité. Concernant la facturation, donc, on a une obligation d'émettre une facture au client. Donc, pour la vente de marchandises, l'émission de la facture, elle devient obligatoire, donc à la demande du client, pour toutes les ventes à distance et pour toutes les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA. Donc, une livraison intracommunautaire, ça désigne une livraison de services ou de marchandises à un client qui est basé dans un autre pays de l'Union européenne qui sera alors exonéré de TVA. Donc, dans tous les autres cas, le professionnel va remettre un ticket de caisse à l'acheteur. Dans le cas de la prestation de service réalisée pour des particuliers, on va vous demander d'émettre une facture obligatoirement, donc bien évidemment à la demande du client, à partir du moment où la prestation de service est supérieure à 25 € et pour certains travaux immobiliers. Si vous avez d'autres questions sur la facturation, vous avez le lien BPI France qui va vous donner des informations plus détaillées sur la facturation. Concernant la nouveauté, donc depuis le 15 mai 2022, donc tout entrepreneur individuel doit indiquer sur ses factures les notes de commande sur tous les tarifs et les documents publicitaires et sur toutes les correspondances, la mention entrepreneur individuel ou les initiales EI. En tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes au régime micro, mais comme c'est une entreprise individuelle, vous êtes concerné par cette obligation. Donc, bien noter la mention entrepreneur individuel ou les initiales EI dans tous les supports que vous avez, y compris pour le compte bancaire. Concernant les cotisations sociales, donc on va évoquer dans un premier temps l'ACRE et ensuite on verra le montant des cotisations sociales. Donc l'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Donc ce n'est pas, en fait, c'est une aide qui vous permet pendant une période de 9 à 12 mois de bénéficier d'une exonération partielle de vos cotisations. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux fixe pour vos cotisations et lorsque vous bénéficiez de l'ACRE, ça vous permet de payer que 50% des charges pendant une période de 9 à 12 mois. Donc, les cas les plus fréquents. Donc, comment on fait pour la demande d'ACRE? Lorsque vous êtes immatriculé ou alors lorsque vous remplissez votre déclaration de début d'activité, il faut vous rendre sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr sur la page d'accueil, rubrique « Demandez l'ACRE ». Donc, vous téléchargez le formulaire. Vous devez au moins respecter un des critères. Donc, dans les cas les plus fréquents pour l'attribution de l'ACRE, on va avoir les demandeurs d'emploi indemnisés, les demandeurs d'emploi non indemnisés, mais inscrits à Pôle emploi au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, les bénéficiaires de l'ASS ou du RSA, les personnes entre 18 et moins de 26 ans, et les personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées. Ça va être les cas les plus fréquents, mais il y en a d'autres. Donc, bien penser à télécharger le formulaire de l'ACRE sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, remplir au moins l'un des critères d'éligibilité et nous retourner la demande au plus vite pour qu'on puisse vous faire la réponse, savoir si vous pouvez bénéficier de l'ACRE ou non. Donc, bien évidemment, pour pouvoir obtenir l'ACRE, il ne faut pas avoir bénéficié de cette aide depuis 3 ans. Donc, la période de 3 ans, comment on la calcule? On prend la fin de cette dernière exonération sur votre précédente activité et la date de création de votre nouvelle entreprise. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà eu une activité de travailleur indépendant. C'est pareil, en cas de reprise d'une activité identique à la suite d'une radiation, si vous souhaitez obtenir l'ACRE,
on va vous demander de respecter un délai de carence qui est, entre parenthèses, donc sur le diaporama, donc la fin de l'année en cours plus une année civile complète. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont déjà été affiliées pour une activité identique et qui reprennent à ce jour une activité du même type. Si jamais vous avez un doute de toute manière sur votre éligibilité à l'ACRE, ce n'est pas grave, vous faites quand même un dossier, vous aurez un retour de notre part sous un mois. Donc, je vais vous présenter l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, sur votre déclaration de début d'activité, lorsque vous allez remplir votre volet social, pour ceux qui ne l'ont pas encore rempli, on va vous demander si vous souhaitez opter ou non pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, qu'est-ce que c'est le versement libératoire? C'est une option qui vous permet de faire un acompte sur votre impôt sur le revenu qui est relatif à votre activité d'auto-entreprise. Donc, quand vous optez pour le versement libératoire, nous, on vient faire un acompte qui va être calculé en fonction de votre chiffre d'affaires et cet acompte-là est reversé au centre des impôts. Et donc, au moment de votre déclaration annuelle de revenus, les impôts tiennent compte du versement libératoire de l'impôt sur le revenu que vous avez déjà versé à l'URSSAF. Donc, en début d'activité, vous pouvez y adhérer. Si dans les 3 mois suivant le début d'activité, vous souhaitez changer d'avis, vous avez la possibilité soit d'adhérer, soit de résilier l'option de versement libératoire sur l'impôt sur le revenu. Et au-delà des 3 mois qui suivent la date de début d'activité, vous ne pouvez résilier ou adhérer à cette option qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit. C'est toujours au 1er janvier d'une année civile. Donc, le versement libératoire, il est calculé en appliquant sur le chiffre d'affaires un taux spécifique qui est différent en fonction de la nature de votre activité. Donc, si jamais vous souhaitez opter pour le versement libératoire, il faut vous mettre en relation avec le service des impôts des entreprises ou alors, vous pouvez réaliser une simulation directement sur le site www.impôt.gouv afin de connaître l'option la plus adaptée à votre situation. Pourquoi? Parce que le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, si jamais vous n'étiez pas imposable ou non éligible à cette option, le centre des impôts ne vous fait pas le remboursement de votre acompte. Donc, avant de souscrire à cette option, bien vous mettre en relation avec le service des impôts des entreprises, savoir si cette option est adaptée pour vous ou non. Là, je vais vous présenter donc les cotisations sociales. Donc, dans la première colonne, on a les cotisations sociales pour les personnes qui bénéficient de l'ACRE. Donc, c'est des taux qui sont à 50% du régime de croisière. Donc, en vente de marchandises, la première année d'activité pour les personnes qui ont obtenu l'ACRE, donc le taux est à 6,4%. Pour la prestation de services commercial, artisanal et libéral, le taux est de 11%. Et pour toutes les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAV, le taux est de 12,10%. Dans la deuxième colonne, vous avez le taux de cotisation sociale en régime de croisière, donc lorsque vous n'avez plus l'ACRE. Donc la vente de marchandises, c'est 12,8%, 22% pour la prestation de services commercial, artisanal ou libéral. Et pour les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAV, le taux est de 22,20%. Donc, depuis le 1er octobre 2022, il y a des nouveaux taux qui tiennent compte, qui ont été mis en place par rapport au pouvoir d'achat. Donc, ces taux-là, pour l'instant, on ne veut pas vous les présenter, mais si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous rendre donc, sur la page d'accueil du site autoentrepreneur.ursaf.fr et c'est le premier article qui figure dans les actualités. Donc, c'est des taux qui sont légèrement réduits pour réduire l'inflation. Vous avez dans la troisième colonne les taux pour les personnes qui souhaitent opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, en vente de marchandises, le taux est de 1%. Pour la prestation de services commercial ou artisanal, on est à 1,7%. Pour les prestations de services libérales et pour les professions libérales réglementées qui relèvent de la CIPAV, on est à 2,2% d'acompte.
qui sont reversés aux impôts pour votre impôt sur le revenu. Donc, les taux qui sont présentés là, donc ce sont les taux qui sont applicables et ils incluent toutes les cotisations et les contributions sociales qui sont relatives à votre protection sociale obligatoire. Donc, dans ce taux forfaitaire, vous payez de la maladie-maternité, des indemnités journalières, de l'invalidité décès, des allocations familiales, de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de la CSG-CRDS. Vous réglez également une contribution à la formation professionnelle. Donc, la contribution à la formation professionnelle. Donc, c'est une cotisation qui est obligatoire, qui est recouvrée par l'URSSAF et qui est redistribuée à différents organismes de formation. Donc, vous avez des taux qui sont différents en fonction du groupe auquel vous êtes rattaché. Donc, au moment de votre affiliation, vous allez être affilié à l'URSSAF et vous allez être rattaché à un groupe. Donc, le premier groupe qu'il va y avoir, c'est le groupe des commerçants. Donc, le groupe des commerçants englobe et les commerçants et les professions libérales qui sont non réglementées. Pour cette catégorie-là, le taux de contribution à la formation professionnelle, il est de 0,10%. Pour les personnes qui sont immatriculées et qui seront affiliées, rattachées au groupe artisan, la contribution à la formation professionnelle, elle est de 0,30%. Et pour les professions libérales réglementées, le taux de contribution à la formation professionnelle est de 0,20%. Donc, comment ça se passe lorsqu'on veut faire une formation professionnelle? Donc, vous contribuez à la formation professionnelle au niveau de l'URSSAF le jour où vous voulez effectuer une formation. Donc, sur votre espace en ligne, vous allez devoir télécharger votre attestation de contribution à la formation professionnelle, sur laquelle donc sera précisé le montant de votre contribution annuelle et l'organisme auquel on a reversé votre cotisation. Ce sera ensuite à vous de vous mettre en relation avec l'organisme auquel on a reversé votre cotisation pour savoir combien d'heures seront prises en charge par rapport au montant que vous avez cotisé. Donc, la contribution à la formation professionnelle, elle est faite par année civile. Donc, forcément, un auto-entrepreneur dont le chiffre d'affaires est de 0 € sur une durée de 12 mois consécutifs pendant une année civile ne peut pas bénéficier de la prise en charge puisque 0 € fois 0,10%, ça fait 0 € de contribution. Et donc, pas de droit à la formation professionnelle. Il existe également donc, des taxes pour frais de chambre consulaire. Donc ça va concerner uniquement les auto-entrepreneurs qui sont inscrits à la Chambre des commerces ou la Chambre des métiers. Les professions libérales ne sont pas concernées par cette taxe-là. Donc c'est un taux qui est à appliquer sur le chiffre d'affaires et qui dépend de la nature de votre activité. Donc vous avez plusieurs activités qui sont répertoriées. La prestation de services commercial, la prestation de services artisanale, la vente de marchandises, l'achat-revente pour quelqu'un qui est immatriculé à la Chambre des métiers et une contribution différente pour les personnes qui sont en double immatriculation, donc c'est-à-dire et à la Chambre des commerces et à la Chambre des métiers. Donc ça, de toute façon, toutes les cotisations sociales qui vous sont présentées là, ce ne sera pas à vous de les calculer. Vous verrez dans la deuxième partie comment ça va se traduire. Au niveau de la cotisation, donc là, je vais vous présenter une cotisation qui n'est pas sociale, mais qui est fiscale, puisqu'elle est appelée par les impôts. Donc, vous allez avoir à payer la cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est un montant qui varie en fonction du lieu d'implantation de votre auto-entreprise et de la valeur locative de votre local professionnel. Donc, il faut bien faire attention, puisque pour les auto-entrepreneurs qui n'ont pas de local, ils ne sont pas exonérés pour autant de la cotisation foncière des entreprises. Donc, au moment où vous vous inscrivez, on va vous demander une adresse professionnelle. Donc, en l'absence de local, vous mettez en adresse professionnelle votre adresse de domicile, mais ça ne veut pas dire que vous serez exonéré de la cotisation foncière des entreprises. Si jamais vous recevez cette contribution à payer de la part des impôts, il faut vous mettre en relation directement avec le service des impôts des entreprises parce qu'il existe plusieurs motifs d'exonération. Donc là, par exemple, pour les entreprises qui sont créées en 2022, la cotisation foncière des entreprises, elle est calculée en fonction du chiffre d'affaires
et les auto-entrepreneurs qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 000 € annuels en sont exonérés. Mais c'est à vous de faire la demande de dégrèvement directement auprès du service des impôts des entreprises. Vous pourrez retrouver donc les tranches et tous les critères d'exonération temporaire ou permanente donc sur le site www.impôts.gouv.fr dans la catégorie professionnelle. Concernant les frais déductibles, donc je vous ai dit tout à l'heure que les auto-entrepreneurs ne pouvaient déduire aucune charge. Donc, il existe un seul cas de frais déductibles du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle les débours. Donc, qu'est-ce que c'est que les débours? En fait, c'est des frais qui sont engagés par vous en tant qu'auto-entrepreneur, mais pour le compte de votre client. Donc, pour que ce soit considéré en frais de débours, il faut respecter 6 étapes importantes pour que vous puissiez les déduire de votre chiffre d'affaires. Donc, je vais vous donner les 6 étapes pour que ce soit considéré en frais de débours. Donc, dans un premier temps, il vous faut un accord écrit de votre client qui récapitule sa demande d'achat et le budget alloué lors de l'achat. Deuxième point, vous devez facturer au nom de votre client pour que le remboursement puisse avoir lieu. Troisième point, vous devez conserver une preuve d'achat à remettre à votre client et une pour vous à conserver en cas de contrôle. Quatrième point, vous devez séparer les frais de débours et la prestation sur la facture que vous remettrez à votre client. Vous devez bien distinguer 2 lignes. Cinquième point, lors de votre déclaration de chiffre d'affaires, comme c'est un débours, vous déclarez uniquement votre prestation de service sans inclure les frais que vous avez avancés pour votre client. Et dernier point, sur votre livre comptable, vous indiquez les frais de débours pour pouvoir garder une comptabilité claire. Donc, je vais vous donner un exemple d'utilisation pour que ça vous paraisse plus concret. Donc, par exemple, Valentine, c'est une propriétaire de chambre d'hôte et on va dire qu'elle propose également une prestation de traiteur sur demande. Donc, elle passe par un traiteur qui est un partenaire et le traiteur, on va dire, qui s'appelle Gourmet Presta. Donc, Clémence est une cliente. Clémence, elle réserve un séjour d'une nuit et elle prend un supplément repas pour 2 personnes. Donc, pour l'arrivée de Clémence, la cliente, Valentine, la propriétaire, elle doit commander les 2 repas à Gourmet Presta. Donc, dans ce cas-là, la propriétaire, elle signe d'abord un accord écrit avec sa cliente Clémence qui indique la demande d'achat, donc les 2 repas, ainsi que le budget. Donc, elle demande une facture au nom de sa cliente Clémence. Ensuite, donc, la propriétaire, elle paye directement les 2 repas, donc pour une valeur de 100 €. Elle paye les 2 repas directement à Gourmet Presta pour avancer sa cliente. Une fois le séjour effectué, donc, la propriétaire va remettre une facture à sa cliente qui va mentionner distinctement, dans un premier temps, la prestation. Donc, on va dire que la prestation, c'est une nuit à 200 €. Les frais de débours. Les frais de débours, là, ici, c'est le repas. Donc, on va dire que c'est 100 € pour 2 personnes. Et en plus de cette facture, elle va également remettre une preuve de l'achat. Donc, Clémence, la cliente, dans ce cas-là, elle va payer 300 €. Donc, 200 € pour la nuit et 100 € pour les 2 repas. Mais la propriétaire Valentine, bien qu'elle a encaissé 300 €, cette fois-ci, comme c'est bien considéré comme un frais de débours, elle va déclarer que 200 € lors de sa déclaration de chiffre d'affaires. C'est le seul cas où vous pouvez avoir des frais déductibles. Et donc, ces frais, ils ne sont pas à intégrer dans le chiffre d'affaires ni dans la déclaration de revenus. Concernant les auto-entrepreneurs qui prévoient d'être chauffeur VTC ou livreur, là, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un frais de débours, puisque vous passez par une plateforme et cette plateforme, elle perçoit une commission qui ne correspond pas tout à fait à des débours, mais qui correspond à une prestation globale de mise en relation avec la clientèle, mise à disposition d'un site ou d'une application smartphone. Donc, ces frais-là, donc, ils ne sont pas considérés comme des débours. Vous devrez, dans ce cas-là, déclarer la totalité de la course qui a été facturée au client. Vous avez un petit rappel également pour le financement participatif. Donc, tous les dons perçus
qu'ils soient en contrepartie d'une prestation ou non, ils doivent être déclarés et intégrés au chiffre d'affaires et à votre déclaration de revenus. Donc, la rémunération en chèque emploi service universel préfinancé. Alors, ça, c'est pour les personnes, donc le CESU préfinancé, c'est un petit peu comme des chèques déjeuner ou des chèques cadeaux. C'est-à-dire que les particuliers, ils l'ont via leur employeur ou par des organismes de prestations sociales. Donc, ils reçoivent un carnet millésimé avec une date de validité et ils peuvent vous payer une prestation avec un titre CESU préfinancé. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, pour pouvoir être rémunéré en CESU préfinancé, on vous demande de respecter certaines conditions. Donc, premier point, l'activité de l'auto-entrepreneur, elle doit relever du secteur du service à la personne. Et en plus de ça, pour être éligible, vous devez exercer exclusivement une activité de service à la personne. Vous ne pouvez pas avoir d'autres activités. Vous devez exclusivement proposer vos services à des particuliers, puisque le chèque emploi service universel est dédié aux particuliers. Et vous devez être agréé, c'est-à-dire que vous devez avoir effectué une déclaration d'activité ou une demande d'agrément auprès de la DRETS ou sur la plateforme Nova. Donc, vous avez le lien sur le diaporama. Et donc, vous devez être également affilié au centre de remboursement du chèque emploi service universel. Vous avez également le lien, donc c'est cr-cesu.fr. La prestation, elle doit être payée en CESU préfinancé uniquement et pas sur du CESU déclaratif, puisque ça ne peut pas se cumuler. Donc, les activités de service à la personne, ça va concerner principalement donc, tout ce qui est entretien de la maison, travaux ménagers, garde d'enfants, soutien scolaire, préparation de repas à domicile, soins, promenades pour animaux domestiques, voilà. C'est le service, le secteur du service à la personne. De toute façon, si vous avez un doute, vous avez le site du service à la personne pour savoir si votre activité est bien répertoriée dans cette catégorie-là. Concernant le service d'action sociale, donc l'URSSAF a un service d'action sociale qui est là pour accompagner les travailleurs indépendants. Donc, on les accompagne en cas de difficultés ponctuelles, donc ça peut être d'ordre personnel ou professionnel. Donc, il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de vos cotisations sociales. Vous pouvez également avoir des aides financières exceptionnelles ou alors des déblocages d'aides d'urgence quand vous êtes victime de catastrophes ou intempéries. Donc, ces aides-là, elles sont soumises à des critères d'éligibilité et elles sont examinées en commission d'action sociale. Donc, la commission se réunit à peu près une fois par mois. Donc, tous les formulaires d'action sociale, ils sont mis à votre disposition sur le site www.secu-indépendant.fr, rubrique action sociale. Vous avez toutes les aides qui existent, tous les formulaires qui sont concernés, vous avez tous les critères qui sont affichés sur le site internet. Donc, en cas de difficulté, n'hésitez pas à penser au service d'action sociale pour éventuellement vous tendre la main en cas de difficulté temporaire. Donc, concernant le risque de requalification de la prestation en salariat, donc ça, c'est un petit point de vigilance pour les auto-entrepreneurs, pour bien comprendre qu'en étant auto-entrepreneur, vous êtes chef d'entreprise et que du coup, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, le statut d'auto-entrepreneur, il est juridiquement encadré et il faut bien le dissocier avec une activité de salariat. Donc, vous avez un tableau récapitulatif qui vous permet de savoir si oui ou non votre activité relève bien de l'auto-entreprise ou si vous devez demander une requalification. Donc là, le salariat, en fait, ça se définit par l'existence d'un lien de subordination, d'une rémunération et d'un contrat. Donc là, par exemple, quand vous êtes salarié, vous avez un contrat de travail et vous avez bien évidemment un lien de subordination avec l'entreprise qui vous rémunère. Et donc, ça vous oblige à respecter les directives de votre employeur. Dans le cas d'une auto-entreprise, c'est complètement différent. Vous êtes dans le cadre d'un contrat de mission. Donc, votre lien avec l'entreprise rémunératrice,
c'est que vous êtes prestataire de service et vous devez exercer cette mission en toute indépendance. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour être bien sûr d'exercer votre activité en toute liberté. Donc, je vais vous conseiller de ne pas fixer des horaires de travail fixes, mais plutôt privilégier des dates limites. Vous devez éviter de facturer les mêmes prestations tous les mois pour ne pas assimiler la rémunération de votre auto-entreprise à un salaire. Donc, c'est pareil, hein, l'entreprise utilisatrice, elle doit vous laisser une liberté relative en minimisant les contrôles et les sanctions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'un chantier chez un particulier, vous devez avoir une liberté pour exercer votre mission tout en ayant un accord avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, mais ça ne doit pas être imposé unilatéralement. C'est pareil, vous devez négocier vos prestations commerciales plutôt que de vous les faire imposer. Et donc, aussi, il faut éviter de n'avoir qu'un seul client. Donc ça, ce sont des conseils pour vous, pour bien dissocier l'activité de salariat et d'auto-entreprise. Si jamais vous devenez sous-traitant d'une entreprise qui vous impose des heures de travail, qui vous impose de respecter des directives, là, vous n'êtes plus dans un statut d'auto-entrepreneur puisqu'il y a un lien de subordination. Donc, bien faire attention à ça. Le but hein, de cette vigilance, c'est surtout pour vos droits en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, bien penser à ça. Concernant la notion d'entraide familiale. Donc, l'entraide familiale, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelqu'un de votre famille vient vous porter assistance dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, à l'heure actuelle, l'entraide, en fait, ce n'est pas juridiquement encadré. Donc, en cas de contrôle, c'est à l'appréciation du contrôleur de considérer que c'est de l'entraide ou non. Donc, vous avez ici les motifs pour lesquels l'entraide est tolérée. Et donc, les 3 critères qui sont présentés, ils doivent se cumuler. C'est-à-dire qu'il existe une tolérance pour le conjoint, les ascendants et les descendants. Donc, le cousin ou la belle-sœur, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment uniquement conjoint, ascendant et descendant. En plus de ça, la présence de cette personne doit rester exceptionnelle et non prévisible. Je vais vous donner 2 exemples. J'ai un magasin de vêtements et je sais que tous les mardis à 6 h du matin, j'ai une livraison. Donc, cette semaine, mon livreur mardi matin me précise que la semaine d'après, il ne viendra non pas à 6 h, mais va venir à 10 h. Et je sais qu'à 10 h, je ne suis pas disponible. Là, comme il y a une semaine entre les deux dates, là, la présence, elle n'est pas non prévisible, puisque vous avez tout le temps d'effectuer une DPAE et embaucher quelqu'un. C'est pareil, là, dans ce même cas, si le mardi à 6 h, j'attends mon livreur et qu'il n'est pas là, je le contacte et il me dit qu'il y a eu un accident sur la route et qu'il va plutôt venir vers 9 h, là, ça va être considéré comme non prévisible. C'est pareil. Lors d'un contrôle, c'est à l'appréciation du contrôleur de considérer si c'est de l'entraide ou non. Donc, s'il constate que cette présence n'est pas exceptionnelle ou alors que la présence de cette personne qui vient vous aider, elle est indispensable à la bonne marche de l'entreprise, là, dans ce cas-là, le contrôleur va vous conseiller d'embaucher. L'entraide familiale, c'est vraiment pour vous aider ponctuellement et exceptionnellement, mais vous ne devez pas compter sur l'entraide familiale pour faire tourner votre entreprise. Donc, si vous voulez embaucher un salarié, vous avez la possibilité de le faire donc soit par le système classique, donc passer par un gestionnaire de paye, soit vous pouvez passer par l'offre de services gratuite de l'URSSAF qui s'appelle le TES. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent embaucher, vous devez d'abord vous inscrire sur le site www.letes.ursaf.fr. Donc, c'est un dispositif qui est gratuit. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes inscrit, vous avez un seul formulaire, donc pour la DPAE, donc la déclaration préalable à l'embauche. Donc, c'est un volet social que vous venez remplir avec les coordonnées donc, de votre salarié, donc sa date de naissance, son numéro de sécurité sociale, la date d'embauche, le contrat, enfin le montant du salaire brut horaire. Vous rentrez toutes ces informations dans le volet social et ensuite le service du TES génère automatiquement un contrat de travail.
À la suite de ça, vous devez revenir chaque mois sur votre espace pour déclarer la rémunération brute de votre salarié. Et encore une fois, c'est le TES qui se charge de générer automatiquement un bulletin de paye que vous pourrez ensuite remettre à votre salarié. Le règlement, il est assez simplifié puisque c'est un règlement par mois par télépaiement pour vos cotisations sociales. Donc, comme je vous l'ai dit, le Centre national TES, il calcule les cotisations et les contributions de protection sociale obligatoires, il établit les bulletins de salaire et il établit les déclarations de fin d'année et assure le prélèvement à la source. Donc, le TES, vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez embaucher. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître le coût de l'embauche, vous avez le lien qui est juste en bas du diaporama, www.mon-entreprise.ursaf.fr. Vous avez le simulateur salarié avec une génération du bulletin de paye si vous souhaitez faire des simulations. Donc, le TES, c'est un service gratuit qui, par contre, a des limites. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 salariés, vous allez devoir passer sur un système classique. Et c'est pareil, donc le TES est un service gratuit, mais par contre, on ne va pas pouvoir faire de l'accompagnement sur tout ce qui est législation du droit du travail. Donc, ce n'est pas incompatible avec les services d'un expert comptable. C'est un service qui est simplifié, mais qui est uniquement pour récolter en fait les contributions sociales. Tout ce qui est juridique, on ne va pas vous accompagner juridiquement sur le contrat de travail. Concernant votre protection sociale, donc en tant qu'auto-entrepreneur, vous gardez les mêmes interlocuteurs pour votre protection sociale. Donc, c'est-à-dire que votre santé, elle reste gérée par la caisse d'assurance maladie, donc la CPAM. Vous gardez vos prestations maladie en nature, tout comme quand vous étiez salarié. Au niveau des indemnités journalières, les auto-entrepreneurs sont également éligibles aux indemnités journalières. Les prestations maternité-paternité sont également, vous cotisez également pour ça. Donc, en tant qu'auto-entrepreneur, vous avez le droit à ces prestations-là et vous cotisez également pour l'invalidité décès. Donc, ça va juste être au niveau des professions libérales réglementées où vous allez avoir, au niveau de la santé et de la retraite, vous allez avoir des caisses de retraite spécifiques en fonction de votre activité. Au niveau de la retraite, pour les personnes qui sont affiliées en artisans, commerçants ou professions libérales non réglementées, la retraite, elle reste gérée par la CARSAT, donc l'assurance retraite, et le régime est aligné avec celui des salariés. Donc, c'est le même montant, enfin, c'est le même mode de calcul pour la retraite. Et donc, pour tout ce qui est prestations autres, donc par exemple les prestations qui sont gérées par la caisse d'allocation familiale, ce n'est pas parce que vous êtes travailleur indépendant que vous perdez le bénéfice de vos prestations sociales. Donc, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à aller sur les sites respectifs, donc soit de la CEPAM, de l'assurance retraite ou de la caisse d'allocation familiale, pour faire valoir vos droits. Ce n'est pas parce que vous passez au statut de travailleur indépendant que vous perdez le bénéfice de vos prestations sociales. Au niveau de la retraite, vous avez ici donc le tableau du chiffre d'affaires à réaliser pour l'année 2022 pour pouvoir valider 4 trimestres de retraite. Donc, ce sont les plafonds, ils sont détaillés en fonction de la nature de votre activité, puisque que vous soyez en vente, en prestation ou en profession libérale réglementée, votre plafond va être différent. Si jamais vous avez une question, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec la CARSAT, donc au 3960, ou directement sur le site de l'assurance retraite. Vous avez également au-dessus du tableau le lien sur entreprendre.service-public.fr qui vous permet d'avoir les modalités de calcul de ce plafond. Concernant la sortie du dispositif de l'auto-entreprise, donc il existe 2 types de sortie du régime. Soit on sort du régime de manière volontaire, soit de manière obligatoire. Donc en volontaire, soit vous basculez dans un régime de droit commun des travailleurs indépendants, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en auto-entreprise, on est sur un régime micro-social. Donc si vous basculez dans un régime de droit commun, vous avez la possibilité de dénoncer l'option micro-sociale au plus tard au 31 décembre de l'année en cours pour une application au 1er janvier de l'année suivante, ou alors suite à une cessation d'activité,
vous pouvez établir une déclaration auprès de votre centre de formalité. Donc, centre de formalité, donc c'est l'URSSAF pour les professions libérales, la chambre des commerces pour les activités commerciales et la chambre des métiers pour les activités artisanales. En sortie de régime obligatoire, vous avez la bascule dans un régime de droit commun, donc soit en cas de dépassement de seuil pendant 2 années consécutives, soit en cas de déclaration d'une activité hors champ d'application. Donc, on les a vus tout à l'heure. Donc, par exemple, si jamais vous devenez gérant majoritaire d'une SARL, vous déclarez une activité hors champ d'application, donc vous basculez dans un régime de droit commun. Ou alors, dans le cadre d'une radiation d'office. Donc, la radiation d'office, c'est une radiation qui est à l'initiative de l'URSSAF. Donc, en cas de déclaration de chiffre d'affaires à 0 € pendant 24 mois ou en cas d'absence de déclaration de chiffre d'affaires pendant 24 mois, vous recevez dans un premier temps une notification préalable à la radiation sur laquelle on vous indique de nous signaler si jamais vous exercez toujours votre activité en tant qu'auto-entrepreneur et on vous donne 1 mois pour nous faire un retour. Sans retour de votre part au bout des 1 mois, on va effectuer ce qui s'appelle une radiation d'office pour pouvoir radier votre SIRET. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations sur les conséquences fiscales de la sortie du régime micro-entrepreneur, c'est pareil, vous devez contacter le service des impôts des entreprises. Donc, c'est terminé pour cette première partie. Donc, avant de passer à la partie suivante, je vais demander s'il y a des questions que vous souhaitez aborder, si vous avez 2 ou 3 questions auxquelles je peux répondre. Oui, alors comme question, j'aimerais que tu rappelles que le compte bancaire peut-il être un compte de dépôt uniquement? Le compte bancaire dédié à l'activité peut-il être un compte de dépôt uniquement? Alors, cette question, ça ne va pas tellement être de la compétence de l'URSSAF. Il faut mieux vous rapprocher de votre banque pour savoir quelles sont les conditions d'un compte de dépôt, puisque de toute façon, au niveau de l'URSSAF, à partir du moment où il y a un encaissement, nous, on ne vient pas vérifier la nature du compte bancaire. Merci. Ensuite, est-ce que tu pourrais redonner, indiquer où on trouve les 6 conditions de débours déductibles du chiffre d'affaires? Les frais de débours, vous allez trouver la réponse directement sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc, il n'y a pas forcément d'article dédié, mais lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez une rubrique qui s'appelle « S'informer sur le statut ». Et ici, vous avez donc les questions fréquentes et vous avez également un champ dans lequel vous pouvez effectuer une recherche. Donc, en renseignant donc, soit frais déductibles, soit frais de débours, vous allez avoir à votre disposition plusieurs articles proposés où vous allez avoir le détail des frais de débours. Bon, je te remercie beaucoup. Eh bien, je vous en prie, je vais passer la parole à Fabrice pour la seconde partie. Donc, je vais vous parler de la dématérialisation concernant les auto-entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auto-entrepreneurs ont une obligation pour déclarer en dématérialisé. Vous devez déclarer vos cotisations et les payer de manière dématérialisée, donc soit sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr, soit sur l'application, donc qui est disponible sur Play Store et sur Apple, pour Apple aussi. Donc, la déclaration, donc, si vous ne faites pas, vous êtes de déclaration, vous êtes susceptible d'avoir une pénalité. Et donc, vous devez la faire en dématérialisé. Donc, pour vous inscrire sur le site de l'auto-entrepreneur, c'est assez simple. Donc, vous allez sur le site. En haut, vous avez Mon compte. Donc, vous cliquez au niveau de la page d'accueil sur Mon compte. On va vous demander, soit vous avez déjà un compte, soit je n'ai pas de compte. Si vous n'avez pas encore fait votre inscription, vous allez dans Je n'ai pas de compte, vous rentrez votre SIRET, qui vous a été attribué par l'INSEE, et le numéro de sécurité sociale. Vous faites continuer. À ce moment-là, on va vous demander des informations personnelles, donc votre nom, votre prénom, votre adresse courriel, votre numéro de téléphone, donc c'est des données obligatoires.
Et une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez créer votre compte et là, vous allez recevoir un courriel qui va vous préciser, vous demander de valider votre adresse mail. Donc, et une fois que vous avez validé votre adresse courriel, vous cliquez sur le lien. On va vous demander à ce moment-là d'initialiser un mot de passe personnel. Donc, le mot de passe, il y a certaines conditions. Il faut au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Vous le confirmez et une fois que vous avez effectué ces informations, donc vous avez validé, vous enregistrez et on vous précise donc que le mot de passe est enregistré, donc on contrôle donc s'il est bien normé et une fois qu'il est bien enregistré, vous pouvez vous reconnecter. Donc là, à ce moment-là, on vous remet sur la page où on vous dit j'ai déjà un compte ou je n'ai pas encore de compte. Et là, à ce moment-là, vous mettez soit votre adresse courriel, soit votre numéro de sécurité sociale, donc adresse chiffre, sur la clé, excusez-moi, et vous rentrez votre mot de passe. Et là, vous pouvez vous connecter. Une fois que vous avez fait ces démarches, donc pour vous inscrire, quand vous vous connectez, vous arriverez sur ce qu'on appelle un tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, là, vous avez vraiment toutes les informations et toutes les rubriques qui vont vous être utiles pour votre métier et activité d'auto-entrepreneur. Donc, vous avez une rubrique déclaré payé, une rubrique paiement, une rubrique mon compte, mes documents, ma messagerie et vos demandes en cours. Donc, vous avez un fil d'activité qui vous précise si vous avez des messages à lire. Et évidemment, comme on est poli, on vous dit bonjour. Donc, voilà, le fil d'activité. Donc, on vous précise aussi la dernière connexion, donc, à laquelle vous êtes connecté. Et si vous avez un message, on vous le précise. Et vous avez là toutes les informations. Donc, ça, c'est le fil d'actualité. Après, vous avez différentes rubriques. Donc, la rubrique la plus intéressante pour vous, ce qui s'appelle déclarer et payer. Donc, là, pour déclarer et payer, quand vous allez cliquer sur déclarer et payer, vous allez avoir votre échéance en cours. Le calendrier des échéances, c'est un calendrier personnalisé, donc par rapport à votre situation, et aussi les échéances à régulariser. Donc, si vous savez si vous êtes en début d'activité, vous avez droit à 90 jours donc pour effectuer vos déclarations. Mais vous aurez accès à vos déclarations quand même dans mes échéances en cours. Donc, dans mes échéances en cours, si vous êtes mensuel, si vous commencez, admettons, au mois d'octobre, vous aurez octobre, novembre et décembre qui seront à réaliser avec la déclaration de janvier, avec une date au 28 février. Donc là, vous aurez la possibilité d'avoir dans mes échéances en cours une petite bulle avec 4 déclarations. Là, la petite bulle, ça veut dire les déclarations qui n'ont pas encore été validées. Donc, vous cliquez dans mes échéances en cours et là, après, vous aurez accès à la déclaration où on va vous expliquer comment la remplir. Si vous oubliez de vous connecter au mois de mars, et vous avez commencé au mois d'octobre, là, les déclarations seront présentes dans mes échéances à régulariser. Et de toute façon, je vous conseille aussi de regarder votre calendrier des échéances, puisqu'il est personnalisé. Donc là, évidemment, comme je vous ai dit qu'il était personnalisé, on va arriver à la déclaration, donc à proprement dit. Donc, quand vous allez dans mes échéances en cours, donc là, on voit qu'il y a 2 échéances qui sont en cours, et vous cliquez sur soit la période que vous voulez, et une fois que vous cliquez sur la période, donc on vous précise quand elle doit être effectuée, quand vous cliquez sur la période, on va vous demander votre chiffre d'affaires. Donc, soit vous mettez votre chiffre d'affaires de prestation de service, ça c'est pour les professions libérales non réglementées. Pour tout ce qui est artisan commerçant, il faut mettre dans le chiffre d'affaires des prestations de services commerciales et artisanales, ou alors dans la vente de marchandises. Donc, une fois que vous avez mis votre chiffre d'affaires, alors évidemment, vous ne mettez pas de virgule. Si vous avez touché 500,50 €, vous mettez 500 €.
Vous positionnez donc le montant de votre chiffre d'affaires dans la case à proprement dite et vous faites suivant. Là, à ce moment-là, on va vous présenter le montant des cotisations. J'attire votre attention aussi. Si vous avez demandé l'acte et qu'au moment de basculer sur le montant des cotisations avec les taux, vous voyez que les taux sont des taux pleins, là, contactez-nous. Là, ça veut dire qu'il y a un déphasage entre notre base dématérialisée et notre base de production. Donc là, on va vérifier qu'effectivement, vous bénéficiez bien de l'acte. On va vous positionner et après, vous reviendrez sur la déclaration et là, à ce moment-là, vous aurez le bon taux. Donc, c'est exactement pareil. Si vous avez demandé le versement libératoire et vous vous apercevez que là, le calcul ne prend pas en compte le versement libératoire, contactez-nous. Donc, vous pouvez donc soit sur le 36 98 et vous dites que vous êtes auto-entrepreneur et là, vous aurez un gestionnaire qui pourra effectuer des modifications en ligne et c'est très rapide. Ou vous nous laissez un message sur la messagerie, on verra après. Donc là, si vous êtes d'accord avec le montant des cotisations, donc vous faites valider. On va vous demander si vous êtes sûr de valider cette déclaration. Et une fois que vous avez validé la déclaration, on va vous proposer un document que vous pourrez télécharger. Donc là, c'est vraiment le certificat de déclaration du chiffre d'affaires. Donc là, ça veut dire que la déclaration a été validée. J'attends. Excusez-moi. Il faut vraiment bien vérifier que la déclaration est validée, mais vous pouvez vous apercevoir que le paiement n'a pas encore été effectué. Donc, si vous avez un petit rond rouge, ça veut dire que le paiement n'est pas effectué. Il faut vraiment l'effectuer. Il y a bien deux actions distinctes, la déclaration et le paiement. Donc, si vous êtes bien d'accord avec le montant de la déclaration et qui a été validé, après, pour le paiement, en dessous, on va vous demander si vous voulez faire par carte bancaire ou ce qu'on appelle le télépaiement. Si vous enregistrez des coordonnées bancaires donc pour effectuer du télépaiement, on va vous demander votre RIB, votre IBAN et de valider un mandat. Vous ne pourrez plus utiliser le paiement par carte bancaire. Au tout début, vous avez le choix entre le paiement par carte bancaire et le paiement par télépaiement. Dès que vous avez enregistré un mandat, on ne vous proposera que le télépaiement. Donc, quand vous validerez votre déclaration, vous verrez en dessous de la déclaration valide, payer via ce mandat. Et là, il faudra bien cliquer sur payer via ce mandat. Si vous ne faites pas, le paiement ne s'effectuera pas. Et vous pouvez évidemment, si vous avez des difficultés, modifier le montant et déclarer, là, si vous avez 1000 € de total à payer et que vous pouvez payer que 500 €, bah, vous modifiez et vous payez 500 €. Donc, on ne peut pas payer plus, payer moins, mais ne pas payer plus. Et vous pouvez voir donc là, tout en bas, comme le mandat a été enregistré, on ne propose pas le paiement par carte bancaire, mais le payer via ce mandat. Vous pouvez enregistrer plusieurs comptes bancaires, et il n'y a pas de limite. Et une fois que vous allez payer via ce mandat, donc là, vous pouvez payer par carte bancaire. Une fois que vous avez payé, vous pouvez voir que le rond rouge est devenu vert. Donc là, quand vous avez un rond vert sur la déclaration et le paiement, ça veut dire que vous avez effectué la déclaration et le paiement. Donc vous êtes tranquille. Le télépaiement, lui, il est extrait à échéance. Donc, si l'échéance est au 30 novembre, voilà, ça sera extrait le 30 novembre, même si vous validez votre déclaration le 4 novembre. Vous pouvez revenir sur votre déclaration et paiement et les modifier jusqu'à l'échéance. Ça annule et remplace. Il n'y a pas de double paiement. Vous revenez, vous faites modifier et vous pouvez faire ça jusqu'à le jour d'échéance midi. Vous pouvez également télécharger le justificatif si vous avez besoin de l'adresser au Pôle emploi. Donc, ce qui est important également, c'est que même si vous n'avez pas fait de chiffre d'affaires, vous avez fait 0 chiffre d'affaires pour une raison
vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas fait de prestations, fait de vente, vous devez quand même déclarer à 0, donc ce qu'on appelle à néant, votre mois ou trimestre. Donc, à ce moment-là, vous allez sur votre déclaration, vous laissez les cases à 0 et vous validez. Donc là, évidemment, il n'y aura qu'une déclaration. Donc, on va vous préciser que votre déclaration a été effectuée. Et évidemment, on ne vous proposera pas le paiement puisqu'elle est à 0. Vous pouvez également télécharger le justificatif pour le fournir. Donc ça, on est dans déclarer et payer dans mes échéances en cours. Donc là, on est dans le courant. Si, pour une raison, si vous avez oublié d'effectuer une déclaration, les déclarations à régulariser donc, seront dans mes échéances à régulariser. Et là, vous allez pouvoir effectuer les déclarations. Donc, vous pouvez faire les déclarations en remontant à 1 an. Donc, on peut faire les déclarations pendant 1 an pour régulariser. Après, vous faites exactement comme mes échéances en cours, vous cliquez sur la période, vous mettez votre montant, ou si vous n'avez pas effectué le paiement, vous allez sur la déclaration et vous effectuez le paiement. Vous pouvez également consulter les déclarations. Donc, une fois que les déclarations sont extraites, donc que l'échéance est passée, que vous avez fait la déclaration en temps, ces déclarations sont basculées dans consulter les déclarations et vous pouvez les télécharger. Les échéances en cours, évidemment, elles sont en non disponible, puisque là, c'est des déclarations qui sont présentes dans mes documents, et c'est des déclarations qui sont extraites, donc qui ne sont plus modifiables. Donc là, les échéances qui sont en cours ne sont pas disponibles. Donc si vous voulez télécharger un justificatif et que l'échéance n'est pas extraite et est toujours en cours, là, vous devez aller pour avoir un justificatif dans mes échéances en cours. Après, sur les échéances extraites, vous pouvez télécharger le justificatif. Voilà, donc pour télécharger le justificatif, vous cliquez sur téléchargement du justificatif. Vous avez aussi donc dans la rubrique Mes documents qui est accessible. Les déclarations sont accessibles dans Mes documents. Et vous avez aussi dans Mes documents Mes attestations. Donc là, vous pouvez télécharger vos attestations. Donc, si vous avez déjà demandé des attestations, vous pourrez les retrouver et les télécharger. Si on vous demande une attestation de vigilance de moins de 3 mois et que celle qui est disponible a plus de 3 mois, vous pouvez la demander de nouveau. Donc, vous pouvez faire autant de demandes que vous voulez, ça annulera et remplacera. Vous pouvez également télécharger votre attestation de CFP, donc à fournir à votre agence de formation si vous avez besoin d'une prise en charge. Et vous aurez aussi l'attestation fiscale avec le montant que vous devez déclarer aux impôts. Donc là, on est dans mes documents, mes attestations. On va voir aussi dans une rubrique qui s'appelle Mes paiements. Dans la rubrique Mes paiements, vous allez pouvoir voir tous vos versements, alors qu'ils soient par carte bancaire, par chèque, normalement on ne devra pas en avoir puisqu'on doit dématérialiser, et aussi par prélèvement bancaire, et là c'est le télépaiement. Donc là, vous allez, c'est par année civile, donc là vous verrez tous vos paiements. Vous avez aussi votre solde, donc là vous pouvez le consulter et vous pouvez voir si vous êtes à jour ou pas, ou si vous avez un crédit ou si vous avez un débit. Si vous avez un débit et que vous ne pouvez pas payer, vous pourrez demander un délai. Donc, et dans les délais de paiement, vous passerez par la messagerie, vous demanderez un délai. Le gestionnaire prendra en compte votre délai, validera celui-ci et vous recevrez un échéancier. Donc, vous pourrez le voir dans mes délais de paiement. Et vous pourrez payer ensuite, quand vous accéderez à votre échéancier, votre délai, échéance par échéance. Voilà, donc là, vous pouvez voir qu'on a demandé un délai donc, sur 24 mois. Et donc, la première échéance a été le 18 juillet. Donc, il peut payer l'échéance du mois de juillet puisqu'elle n'est pas encore passée. Mais il ne peut pas payer celle du mois d'août. Il faudra qu'il attende le 19 juillet pour que celle du mois d'août soit ouverte. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir votre délai vraiment
qui est en cours, avec les sommes qui ont été payées et ceux qui restent à payer. Une des rubriques importantes également, je vous conseille de regarder quand vous connectez les premières fois sur le site auto-entrepreneur, c'est vos informations personnelles qui sont présentes dans la rubrique Mon compte. Donc, dans vos informations personnelles, vous aurez donc votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de sécurité sociale, votre numéro de compte et votre SIRET. Et aussi tous les éléments vraiment par rapport à votre entreprise. Donc, depuis la date à laquelle vous allez commencer votre activité, votre code NAF, code APE, donc par rapport à votre activité, et aussi si vous êtes mensuel, trimestriel, si vous vous avez souscrit au prélèvement libératoire ou pas, et si vous avez l'ACRE. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec une de ces informations-là, si vous avez demandé à être mensuel et que vous voyez que vous êtes trimestriel ou que vous avez demandé le versement libératoire et qu'il n'est pas présent ou que vous avez demandé l'ACRE et qu'il n'est pas présent, contactez-nous pour que l'on mette à jour votre compte, puisque après, évidemment, les déclarations, ils sont faites par rapport aux informations. Donc, si vous voulez être mensuel et que ce n'est pas positionné en trimestriel, on vous présentera une déclaration trimestrielle alors que vous voulez effectuer vos déclarations mensuelles. Donc, bien aller sur vos informations personnelles pour vérifier qu'elles sont bonnes, que les adresses sont bonnes, que tout est bon. Donc là, ça, c'est important. Il y a aussi une autre rubrique qui est importante, c'est si vous voulez enregistrer vos coordonnées bancaires. Donc, si vous pouvez enregistrer vos coordonnées bancaires pour effectuer le paiement après avoir effectué votre déclaration, donc ça, c'est la solution, la première solution. Ou sinon, avant de faire votre déclaration, vous pouvez enregistrer vos moyens de paiement. Alors, vous pouvez enregistrer 2, 3, 4 moyens de paiement. Il faut valider les mandats. Une fois que vous avez validé les mandats, on vous les présente. Vous pouvez choisir un mandat en favori qui sera présenté en premier. Et donc, quand vous ferez vos déclarations, après, vous aurez juste à valider votre déclaration et à cliquer sur « Payer via ce mandat » pour effectuer le paiement. Vous pouvez aussi révoquer un mandat. Si vous changez de compte bancaire, révoquez votre mandat et ensuite vous ajoutez vos nouvelles coordonnées bancaires. Comme ça, lors du paiement, sera présenté le bon mandat. Et vous avez aussi la gestion des paramètres dans la rubrique Mon compte, où là, vous pouvez modifier votre adresse courriel, vous pouvez modifier votre mot de passe et votre numéro de téléphone. Une des rubriques qui est très importante aussi, c'est la messagerie. C'est vraiment l'échange avec l'URSSAF. Donc, vous pouvez créer un message, surveiller les messages que vous avez envoyés et aussi les réponses. Alors, si vous nous avez envoyé une demande, vous nous avez fait une demande à telle date, si l'URSSAF, quand ils vont vous répondre sur votre messagerie, sur ce qu'on appelle le dossier du cotisant en ligne, et là, vous pourrez voir la réponse. Vous serez alerté de la réponse de l'URSSAF via le fil d'actualité. On dira, vous avez un message non lu, et là, vous pourrez aller sur votre messagerie. Donc, très important, donc les messages reçus, donc ça, c'est les messages qui partent de l'URSSAF. Les messages envoyés, ça, c'est les messages que vous avez envoyés. Alors, si vous apercevez que vous avez fait un message et que ça fait 1 mois et qu'il n'y a pas eu de réponse, vous pouvez nous relancer et refaire un nouveau message. Là, ces messages-là ne sont pas supprimés. Donc, de toute façon, nous, on pourra voir les messages, on aura la même vision que vous. Et évidemment, vous pouvez créer un nouveau message. Donc là, si vous avez des difficultés, soit vous voulez aussi modifier votre échéance, donc vous pouvez passer par la messagerie. Vous êtes aperçu dans le solde que vous aviez un crédit, vous pouvez demander le remboursement. Donc là, vous avez vraiment toutes les demandes que vous pouvez effectuer en ligne. Et vous pouvez aussi joindre, si à un moment donné on vous demande un document, vous pouvez joindre une pièce jointe. Donc là, on était dans mon auto-entreprise au quotidien. Vous pouvez aussi aller plus loin. Et là, vous avez des liens
vers les différents organismes. C'est-à-dire, vous pouvez faire évoluer votre entreprise, comme vous avez dit Nabintou, vous pouvez modifier votre activité ou opter pour travailleur indépendant dit classique. Si vous voulez suivre une formation professionnelle, toutes les aides et les formations, donc en cliquant sur suivre une formation, on va vous présenter toutes les formations et ce que vous pouvez bénéficier comme aide. Et ma protection au quotidien, donc c'est des liens vers Amélie, la CAF et la CARSAT. Voilà. Pour cesser votre activité, si vous cliquez sur cesser mon activité, bon, vous serez redirigé. Donc, si vous êtes profession libérale, vous serez redirigé vers le CFE de l'URSSAF. Si vous êtes artisan, on vous demandera, vous aurez un lien pour aller sur la CMA. Et si vous êtes commerçant, c'est vers le greffe du tribunal de commerce. Donc là, on est sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous pouvez également télécharger sur votre smartphone l'application. Elle est entièrement gratuite. Donc vraiment, on insiste aussi, que ce soit sur le site de l'URSSAF ou l'application, on est vraiment dans du gratuit. On ne réclamera jamais rien. Donc, vous pouvez télécharger l'application, vous connectez avec les mêmes identifiants que le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous pouvez basculer d'un mois sur l'autre, vous pouvez faire votre déclaration du mois de novembre sur l'application. Le mois de décembre, vous pouvez la valider sur le site et revenir en janvier sur l'application. C'est les mêmes informations, c'est les mêmes bases de données. L'URSSAF modernise son application mobile dédiée aux auto-entrepreneurs. Vous avez créé votre activité en tant qu'auto-entrepreneur? Simplifiez la gestion administrative de vos déclarations et paiements et téléchargez notre application. Dès l'écran d'accueil, vous visualisez la date d'ouverture de la prochaine déclaration, les éventuelles régularisations à effectuer, ainsi que l'état de vos paiements. L'application Auto-entrepreneur de l'URSSAF facilite toutes vos démarches en vous permettant de déclarer directement votre chiffre d'affaires. C'est une application mobile, donc vous avez les mêmes informations. On ne va pas aller plus loin dans le détail pour les déclarer pour l'application. C'est vraiment les mêmes informations, mais sur mobile. Vous pouvez vous connecter évidemment avec le biométrique, donc avec votre empreinte digitale. Et vous pouvez déclarer, c'est exactement les mêmes informations. Vous voyez que là, par exemple, si vous avez enregistré votre mandat, vous avez validé votre déclaration, on va vous demander de payer via ce mandat ou vous pouvez modifier le mandat et vous pouvez accéder à votre justificatif. Donc, c'est toujours des formats PDF. Vous avez les documents, c'est les mêmes informations. Donc, vous pouvez voir vos déclarations, télécharger les justificatifs et les attestations. Télécharger les justificatifs. Voilà, pour tout ce qui est attestation, vous pouvez demander aussi une attestation. Donc là, on est vraiment dans de l'application mobile. Vous avez toutes vos informations également avec, si vous êtes mensuel, si vous avez le versement libératoire, donc avec toutes les informations. C'est une application qui est très bien faite. Et évidemment, vous pouvez contacter, comme je vous l'avais dit précédemment, si vous avez un souci, si vous avez quelque chose qui vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez une question, tout simplement, comment remplir, vous pouvez nous contacter au 36 98, donc de 9h à 17h. Et vous avez également la messagerie. Donc là, on a fait vraiment le tour. On a été assez rapide sur l'application mobile, puisque c'est les mêmes informations et les mêmes fonctionnalités que sur le site, sauf que c'est sur l'application, elle est entièrement gratuite. Donc là, pour tout ce qui est dématérialisation, c'est terminé. Donc, je vais demander à Véronique s'il y a des questions. Alors, une simple demande, peux-tu revenir sur les déclarations
à régulariser au bout d'un an, par exemple, si pendant un an, une personne n'a pas effectué ses déclarations, qu'elles soient trimestrielles ou mensuelles. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux le confirmer, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, mais... Tout à fait, tout à fait. Alors, donc, c'est possible. On peut donc effectuer des déclarations en retard jusqu'à un an. Par exemple, si on est trimestriel, c'est vraiment le trimestre en cours et les 3 trimestres précédents. Par exemple, là, on est au mois de novembre, donc on peut faire les déclarations donc, des 3 derniers trimestres. Donc, ça remonte jusqu'à janvier, donc le premier, deuxième, troisième trimestre. Après, tout ce qui est déclaration, de toute façon, s'ils ne sont pas présentes dans mes échéances à régulariser, c'est que vous ne pourrez pas les régulariser. Admettons, vous êtes 13 mois à ne pas avoir fait de déclaration, vous allez pouvoir faire les 12 celles en cours plus les 11 précédentes si vous êtes mensuel, mais les déclarations, admettons là de 2020, là, il faudra nous envoyer un message pour qu'on les prenne au format papier, puisqu'elles ne sont plus disponibles. Très bien, je te remercie. Donc, le webinaire, il touche à sa fin. Donc, je souhaiterais remercier tous les participants d'avoir suivi le webinaire. Je remercie également donc les experts qui ont répondu à vos questions tout au long de ce webinaire et également l'équipe de production. Donc, je remercie également Fabrice pour son intervention et je vous souhaite à tous une très bonne continuation. N'oubliez pas, pour télécharger le support de formation, le questionnaire de satisfaction qui est dans la zone de chat si vous souhaitez avoir le support. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir.